Voici les plus redoutables prédateurs du monde sous-marin. Les chasseurs des profondeurs. Il m'a secoué comme une poupée de chiffon. On ne peut absolument rien faire face à un animal de 2 tonnes. Depuis la nuit des temps, ils règnent sur la planète. Au bout de 10 millions d'années, on finit par savoir ce qu'on fait. Mais l'équilibre des forces est en train de changer. Les plus grands prédateurs perdent des places sur la liste des créatures les plus dangereuses, alors que d'autres prennent de plus en plus d'importance. On n'a aucune idée de la distance à laquelle ils se trouvent jusqu'à ce qu'ils nous attaquent. Quel sera le futur numéro 1? Et pourquoi? Voici le palmarès des plus grands prédateurs du monde sous-marin. Il y a 3,5 milliards d'années, les premières formes de vie sur Terre apparaissent parmi les profondeurs de l'océan. Des organismes monocellulaires évoluent en produisant de l'énergie grâce à la photosynthèse. En échange, ils produisent de l'oxygène, créant ainsi l'étincelle nécessaire à l'évolution de la vie sur Terre. Depuis des centaines de millions d'années, les abysses sont un terreau fertile pour les plus grands prédateurs de la planète. Les prédateurs marins sont beaucoup plus impressionnants que tous les prédateurs terrestres. Les espèces les plus incroyables qui vivent aujourd'hui sont presque toutes des créatures marines. Les océans regorgent de prédateurs capables de venir à bout d'un être humain en quelques secondes. Voici les 5 animaux les plus dangereux du monde sous-marin. 5 animaux dont aucune personne sensée ne souhaiterait croiser la route. Lequel d'entre eux est responsable du plus grand nombre de décès d'êtres humains au cours des 5 dernières années? Les gens ont toujours eu peur des grosses bêtes qui vivent dans l'océan. Et les grosses bêtes se développent dans l'océan. Parce que lorsqu'un prédateur prend le contrôle d'un espace défini, il est capable de si bien l'exploiter qu'il devient énorme. Et un des moyens de contrôler cet espace est de développer des dents. Dans le passé, beaucoup de prédateurs utilisaient leur supériorité physique, ainsi que leurs mâchoires capables de broyer les os pour tuer leur proie. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Il vient dans ma direction. S'il y a bien des animaux avec lesquels je n'irai pas nager, ce sont les orques. Ce sont des créatures terrifiantes. La créature qui arrive en 5e position sur la liste des prédateurs sous-marins les plus dangereux pour l'homme est l'orque, également connue sous le nom de baleine tueuse. Pouvant peser jusqu'à 6 tonnes et atteindre 9 mètres de long, ces mammifères marins sont d'ultimes prédateurs qui dominent la chaîne alimentaire. Elles appartiennent au sous-ordre des baleines qu'on appelle les cétacés à dents. Ces féroces chasseurs sont dotés d'énormes mâchoires et de dents incurvées vers l'arrière. Elles sont capables de s'attaquer à n'importe quelle proie, comme des poissons, des phoques, jusqu'à des baleines 2 fois plus grosses qu'elles. Les orques sont les grands mammifères les plus largement répartis sur la planète. Elles peuvent aller où elles veulent. On les trouve dans l'Arctique, dans l'Antarctique, dans les tropiques, partout dans le monde. En Antarctique, elles ont mis au point une façon astucieuse de déloger les phoques des blocs de glace. Et pour ça, elles travaillent en équipe. Elles possèdent une structure familiale très complexe. Elles communiquent entre elles lorsqu'elles chassent ou qu'elles plongent. Il est arrivé que des baleines mettent à profit leur intelligence et leur technique de chasse très élaborée pour s'attaquer à des êtres humains. Dans la petite ville côtière de Falmouth, en Angleterre, au musée local de la mer, 3 frères contemplent le minuscule canot qui leur a sauvé la vie. Tu te souviens comment il s'est brisé? C'est un dur rappel d'une confrontation brutale avec un groupe d'orques. En 1968, leur père, Dougal Robertson, vétéran de la marine, est un fermier peu fortuné de la campagne britannique. Douglas, l'aîné de ses fils, a 14 ans, tandis que Sandy et Neil, les 2 jumeaux, en ont 9.
On n'avait aucune idée de ce que pouvait être la vie en mer, et notre père nous disait que pour lui, c'était sa deuxième nature. Et un jour, je me souviens que Neil a dit, comme papa est un marin, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas naviguer autour du monde? Et maman a dit, c'est une bonne idée. Elle a même dit c'est une excellente idée. Oui, c'est vrai. Et voilà. L'idée a fini par germer avec le temps, et en 1970, le père vend la ferme familiale et achète un solide voilier de 13 mètres du nom de Lucette. Un an et demi plus tard, les Robertson se trouvent à 300 km au sud-ouest des îles Galapagos. Ils sont dans la même zone où, en 1820, un proche cousin de l'orque, un grand cachalot, a attaqué un baleinier portant le nom d'Essex. Un témoin décrit la scène comme un acte de vengeance contre les hommes ayant attaqué la baleine en premier. Le navire de 238 tonnes est brisé en deux et coule par le fond, inspirant le célèbre roman américain Moby Dick. Un siècle plus tard, dans des eaux similaires, c'est une journée ordinaire pour la famille Robertson, à bord du Lucette. Sandy, 12 ans, surveille l'horizon. En regardant à l'avant à tribord, on a vu des orques. Mais on n'y a pas spécialement prêté attention parce qu'on n'avait pas l'habitude d'en voir. Mais ces orques sont tout sauf amicales. J'ai compris ce qui se passait quand j'ai senti cet énorme choc. Bang, bang, bang! C'est comme ça qu'elles ont attaqué. Et elles ont frappé si fort que ça a littéralement décollé le bateau de l'eau d'une trentaine de centimètres. Une orque de 6 tonnes, se déplaçant à la vitesse de 24 km/h, peut produire un impact équivalent à celui d'une boule de démolition. Ma tasse de thé a décollé de la table. Comme ça. Et puis elle est retombée. Et quand j'ai regardé sur le côté du bateau, j'ai vu une orque énorme. Et j'ai compris qu'il s'agissait d'une attaque, à cause des dégâts qu'elles avaient faits. Il y avait un gros trou dans le bateau. Mon père avait de l'eau jusqu'aux genoux, et il nous a dit d'abandonner le bateau. Et je lui ai dit, oui, mais pour aller où? On était en plein milieu de l'océan Pacifique. Les Robertson regardent couler leur voilier sous la surface, en attendant que les orques reviennent à la charge. Je me souviens des orques qui nous tournaient autour. Le premier soir, une grosse orque nous a tourné autour en respirant très fort. On était terrorisés. Les orques sont connus pour tourner autour de leur proie avant de les attaquer. On pensait que c'était la fin et que l'orque allait revenir. Mais au lieu de ça, au petit matin, les orques avaient toutes disparu. La question qui se pose est: pour quelles raisons ont-elles attaqué le Lucette? Était-ce un geste de colère, comme celui du cachalot qui aurait coulé l'Essex plus d'un siècle auparavant? Ou alors ont-elles seulement confondu le bateau avec une proie? L'explication réside certainement dans la façon dont les orques chassent leurs victimes. Le scientifique Peter Tayak a enregistré les sons les plus subtils émis par leur sonar. Les orques émettent une onde sonore sous la forme d'un clic qui se réfléchit sur tout ce qui se trouve devant elles. Le faisceau du sonar de toutes les baleines à dents est très concentré, comme celui d'une lampe torche. Il a un angle de 6 degrés. Et c'est comme ça que les orques scrutent les environs à la recherche d'une proie, jusqu'à ce que l'une d'elles passe dans leur faisceau. Les orques ont un sens de l'ouïe très développé, à l'instar de tous les mammifères. Cependant, pour s'adapter au milieu marin, celui-ci a évolué à la manière d'un sonar, que l'on appelle écholocation. Ces animaux analysent l'écho grâce à leur cerveau qui leur indique s'ils ont affaire à un mulet ou à un phoque. Et lorsqu'elles chassent d'autres baleines, capables d'entendre leur sonar, elles modifient leurs signaux pour créer ce que les scientifiques appellent un sonar furtif.
Elles émettent de plus petits clics et elles évitent que les signaux soient trop réguliers pour les rendre plus difficiles à déceler. Avec des sens plus affûtés, il paraît peu vraisemblable qu'une orque ait pu confondre le son et la forme d'un voilier avec le son et la forme d'une baleine. Le bateau, qui est une cavité remplie d'air, est très facile à repérer avec le sonar, mais son écho n'a rien à voir avec celui d'un organisme vivant. Donc je suis sûr qu'une orque est tout à fait capable de faire la différence entre un bateau et une baleine. L'historien Richard Ellis a néanmoins une théorie personnelle au sujet de l'attaque. L'orque avait peut-être juste envie de s'amuser. Elles attrapent des phoques, puis elles les projettent dans les airs. C'est très difficile de comprendre pourquoi elles s'en prendraient à un bateau pour ensuite s'enfuir, ou encore pourquoi elles jouent avec leur proie alors qu'elles sont déjà mortes. C'est peut-être juste pour s'amuser. Les orques sont connus pour aimer jouer avec des objets, mais le fait qu'un groupe d'orques coule un bateau simplement pour s'amuser me paraît invraisemblable. Les frères Robertson sont d'accord. La première s'est ouvert la tête contre le bateau et envoyait du sang se répandre dans l'eau derrière elle. Et je sais que les animaux sauvages ne font rien par hasard. Ils étaient certainement décidés à attaquer. S'il s'agissait d'une attaque délibérée, les frères Robertson insistent sur le fait qu'ils ne l'ont pas provoquée. Pour les victimes comme pour les spécialistes, le mobile des orques demeure mystérieux. Cependant, les conséquences sont bel et bien réelles. Pendant plus d'un mois, la famille Robertson se retrouve à la merci du monde sous-marin, subsistant grâce à de l'eau de pluie et à quelques rares poissons. Je me souviens avoir parlé avec mon père un soir, et il m'a dit que la survie était une école difficile, parce qu'il n'y a plus de familles qui tiennent à ce moment-là. Et c'est vrai. Au 38e jour, ils sont enfin repérés et sauvés par un chalutier japonais. Ils ont survécu à l'attaque d'un des prédateurs les plus puissants de la planète. Au cours des 5 dernières années, 5 attaques d'orques ont été recensées sur des êtres humains. La quasi-totalité d'entre elles ayant eu lieu avec des animaux en captivité et seulement une ayant été mortelle. Mais si les orques sont les prédateurs les plus puissants à rôder sous la surface des océans, le prochain animal figurant sur la liste des prédateurs marins les plus mortels pour l'homme est aussi l'un des plus agressifs. Le numéro 4 est l'encornet géant. Quand je vois un encornet géant surgir vers moi depuis les profondeurs, je ressens toujours la même chose. C'est comme un mélange de peur, d'effroi et de respect. Les encornets géants sont de véritables extraterrestres. Mesurant près de 2 mètres de long et pouvant peser plus de 50 kilos, le rayon d'action des encornets géants s'est étendu depuis les côtes chiliennes jusqu'à Baja, en Californie. Les pêcheurs mexicains l'appellent El Diablo Rojo, le diable rouge. Il n'existe pas de fossiles de ces animaux parce qu'ils sont invertébrés. Mais d'après certains témoignages historiques, on sait que les encornets géants étaient aussi gros et aussi agressifs dans le passé qu'ils le sont aujourd'hui. L'explorateur sous-marin Scott Cassell est une des rares personnes à avoir filmé l'étonnante technique de chasse de ce prédateur, pour le moins atypique. Ils ont 3 cœurs, et le sang qui circule dans leurs veines est bleu. Et ils possèdent aussi les plus grosses branchies de toutes les espèces de poissons. D'après les scientifiques, ce sont ces 3 cœurs et ces grandes branchies qui permettent à l'encornet géant de survivre dans les environnements pauvres en oxygène. Cela signifie qu'ils peuvent chasser dans des profondeurs extrêmes, inaccessibles à d'autres prédateurs. Les encornets peuvent remonter à la surface depuis 600 mètres de fond, ce qui fait une différence de pression de 60 kg par centimètre carré. Et ils encaissent des variations de température de 40 degrés sans aucun problème. Dès qu'ils s'approprient un nouveau territoire, ils dévorent tout sur leur passage. Ils mangent de tout. Un encornet géant avale près de 10 tonnes de poissons au cours de sa vie. C'est énorme. Au début de ses recherches, Scott découvre qu'ils ne choisissent pas seulement leur proie au hasard,
mais qu'ils font preuve d'une certaine provocation avant d'attaquer. La pire attaque dont j'ai été victime était la première. Nous sommes en 1995 et Scott est de sortie en mer pour une plongée scientifique de routine. Quand je suis entré dans l'eau, j'ai commencé à observer un encornet et j'étais aux anges. C'était la consécration de toute une vie de labeur. J'avais enfin la chance de voir un encornet géant. Scott est tout de suite hypnotisé par cet animal. Leurs yeux sont développés comme ceux d'un être humain. Et lorsqu'ils vous regardent, vous vous sentez désemparé à cause de la façon dont ils vous scrutent. Mais c'est tout ce que cette créature possède d'humain. Scott observe l'encornet lui offrir un véritable spectacle lumineux. Ils peuvent passer du rouge au blanc à une vitesse incroyable. Le rouge foncé est la première couleur à disparaître dans l'eau de mer. Et ils sont capables de devenir invisibles instantanément. L'encornet géant change rapidement de couleur grâce à des cellules spécifiques. D'après les experts, cet effet stroboscopique est un moyen très efficace de communiquer. L'effet stroboscopique est là pour détourner votre attention. Pendant ce temps-là, un autre encornet vous attaque par derrière. Mais à ce moment-là, Scott n'a aucune idée de ce qui se passe autour de lui. Pendant que je filmais, j'étais tellement fasciné par cet effet stroboscopique que j'ai consacré toute mon attention sur un seul animal. Mais j'étais encerclé par tout un groupe d'autres encornets. Et là, j'ai vu bouger quelque chose. J'ai reçu un coup si violent au visage que la caméra m'a brisé le nez. L'encornet le serre avec ses tentacules. La puissance de ses bras est vraiment surprenante. On a l'impression d'être maintenu par un câble en acier. Il ne s'agit que d'un invertébré, mais lorsqu'il vous attrape avec ses 30 ou 40 000 dents situées sur ses ventouses, il n'y a aucun moyen de s'échapper. Ensuite, il m'a emmené à plus de 15 mètres de fond et mon tympan droit a éclaté. Puis l'encornet le relâche aussi rapidement qu'il l'avait attaqué et s'en va. Scott remonte enfin à la surface. Il a survécu à ce qui pourrait être une attaque mortelle. Depuis ce jour-là, je plonge attaché à un câble pour les empêcher de m'entraîner vers le fond et je porte aussi une armure. Mais même avec une cotte de maille, ils peuvent vous briser le poignet et c'est pour ça que je porte même des protège-poignets. L'expérience qu'a vécue Scott n'est pas un cas isolé. Les pêcheurs des environs ont eux aussi eu affaire au diable rouge. J'ai parlé à des témoins qui ont vu des pêcheurs mexicains se faire tuer et dévorer par des encornets géants. Leurs corps ont été tellement ravagés par les encornets que même leurs familles n'ont pas pu les identifier. Malgré seulement 2 décès attribués au cours des 5 dernières années, il est impossible de savoir combien d'attaques n'ont pas été signalées. Nous sommes aujourd'hui en présence d'un super prédateur qui vit parmi nous, et ce n'est qu'une question de temps avant que davantage de personnes ne se fassent attaquer. Les prédateurs marins tels que les orques ou les encornets géants sont capables de s'en prendre à des êtres humains. Mais les attaques restent rares. La prochaine créature est un célèbre tueur. Le numéro 3 de notre liste. Le grand requin blanc. C'est le plus grand poisson prédateur des océans, pouvant atteindre près de 6 mètres de long et peser jusqu'à 2,5 tonnes. On rencontre le grand requin blanc le long des côtes de tous les principaux océans. Les requins ont survécu à tous les plus grands processus d'extinction animale. Ça veut dire que quand les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, les requins étaient toujours là. De tous les prédateurs de notre liste, c'est de loin le plus redouté. Peter Benchley a écrit Les Dents de la mer en 1974. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis à avoir peur des requins. Les gens ont toujours éprouvé de la fascination et de la peur pour les requins. Il y a même des récits qui remontent à Aristote et qui parlent des requins comme de véritables monstres marins. Le grand requin blanc mérite bien sa réputation. On ne peut absolument rien faire pour se battre
contre un animal mesurant 5 mètres et pesant près de 2 tonnes. Ses dents sont aussi tranchantes que des couteaux à steak et il est capable de nager à plus de 60 km/h. Si un requin a décidé de vous manger, il le fera. Un grand requin blanc a attaqué un plongeur. Peu de gens ont vu ce prédateur d'aussi près que le plongeur amateur Jack Rochette. En 1964, Jack a 21 ans et il est passionné par la plongée sous-marine. Le 13 janvier, ses amis et lui décident de rejoindre un groupe de plongée pour une sortie en mer dans un spot très réputé pour la pêche au harpon. J'avais déjà croisé plusieurs grands requins blancs avant. Et il y a eu plusieurs attaques, dont une l'année précédente. Et pour moi, c'était de l'inconscience de vouloir retourner aux îles Farallon. Je m'étais déjà promis de ne jamais y retourner. Mais les amis de Jack le persuadent d'y retourner une dernière fois. On était 4 à chasser ensemble, mais les 3 autres étaient à court d'oxygène et ils sont remontés. Et moi, je suis resté pour chasser un énorme poisson. Jack se retrouve désormais seul dans l'eau. Enfin, c'est ce qu'il pense. Tout à coup, boum! J'ai reçu un grand coup. Le requin m'a saisi avec une force incroyable. Il a bondi hors de l'eau en me tenant dans sa gueule. Et il m'a secoué comme une poupée de chiffon. Mes 2 jambes étaient prises dans sa mâchoire. Il y avait du sang dans l'eau. Et tout ce que je voyais, c'était ses dents. Au cours des 10 dernières années, des scientifiques, comme le docteur Neil Hammerschlag, ont tenté d'en savoir davantage au sujet de ces insatiables prédateurs. Et même s'il étudie toutes les espèces de requins, les grands requins blancs le fascinent tout particulièrement. Les requins ont un sens de l'odorat très développé. Par exemple, chez le grand requin blanc, près de 20% de son cerveau est uniquement dédié à son odorat. La plupart des requins sont les plus fins limiers de l'océan. Les grands requins blancs ne sont pas seulement de formidables prédateurs grâce à leur sens de l'odorat, mais aussi grâce à leur sens supplémentaire. Les requins sont dotés d'un des sens les plus rares et les plus développés. En fait, ils en possèdent même plusieurs que nous n'avons pas. Leur 6e sens est leur capacité à détecter les mouvements. Les requins sont pourvus de capteurs de pression, constitués de vaisseaux sanguins capables de détecter les vibrations dans l'eau. Cela leur donne aussi l'étonnante possibilité de détecter les systèmes dépressionnaires pour éviter les pires conditions météo. Leur 7e sens est nommé l'électroréception. Les requins sont dotés d'organes sensoriels situés dans leur tête et qui leur permettent de détecter les courants électriques produits par les organismes vivants. Les requins sont capables de détecter des courants de 5 milliardièmes de volts. C'est comme si on essayait de tester le courant d'une batterie en plaçant les électrodes à 16 000 km l'une de l'autre. Les requins sont 5 millions de fois plus sensibles aux signaux électriques que toutes les autres espèces du règne animal. Sur ce point, ils sont absolument uniques. Tous les animaux émettent un champ d'ondes électromagnétiques, y compris les êtres humains. Il y avait du sang partout dans l'eau. Et j'essayais de lui faire lâcher ma jambe. Je ne savais pas quoi faire. Puis quand j'ai cessé de me débattre, il m'a laissé partir. Quand je suis remonté à la surface, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je me suis demandé si j'étais mort et si j'étais au paradis. J'ai regardé autour de moi et quand j'ai vu ce gros requin, je me suis dit, nom d'un chien, il est énorme. À 43 km des côtes de San Francisco, Jack Rochette, 21 ans, a été victime d'un grand requin blanc. Le numéro 3 sur la liste des prédateurs les plus mortels pour l'homme. Son épaisseur était supérieure à ma taille. Il faisait plus de 7 mètres de long et il devait peser 2 tonnes. C'était tout simplement incroyable. C'est difficile de se rendre compte. Tout ce que je voulais, c'était remonter sur le bateau. Mais quand j'essayais d'avancer, mes pieds ne me répondaient pas correctement. Je n'avançais pas.
Le requin continue de l'encercler, pointant ses dents tranchantes comme des lames de rasoir. Leurs dents possèdent leur propre système nerveux et leur propre système sanguin, et ils sont capables de les brandir comme un chat sortirait ses griffes et de les manipuler sur les surfaces qu'elles rencontrent. Ses dents sont parfaitement conçues pour saisir ses proies et les tuer. Je commençais à être à bout de force, mais je me suis dit qu'il était hors de question de baisser les bras maintenant. Le requin continuait de me tourner autour. Son œil est passé à 10 cm de moi. Et là, j'ai cru que j'allais mourir. Et tout d'un coup, le requin a disparu. Et je ne l'ai jamais revu. Pourquoi ce grand requin blanc est-il parti sans tuer sa victime? Des spécialistes ont une théorie. Dans 96% des cas, les requins mordent une fois et on ne les revoit plus. Si on représentait une proie potentielle, ils nous mordraient beaucoup plus fort. La première morsure des requins est souvent fatale. Et la morsure qu'ils infligent à leur proie n'a rien à voir avec celle infligée aux humains. Les grands requins blancs attaquent pour se nourrir. Et donc, pour les motiver à dépenser l'énergie nécessaire pour déplacer un corps d'1 tonne dans l'eau à plus de 60 km/h, il leur faut une baleine ou un phoque. Et quand ils s'attaquent à des êtres humains, c'est uniquement par curiosité. Ils examinent les choses qui les entourent avec leurs dents. Comme nous connaissons les requins, on pense souvent que les requins nous connaissent aussi. Mais ce n'est pas forcément vrai. Vous pouvez très bien tomber sur un requin de plus de 5 mètres qui n'a jamais vu un être humain. Qu'il s'agisse d'un geste de curiosité ou d'une attaque délibérée, il inflige de profondes blessures à ses victimes. Jack est héliporté jusqu'à un hôpital de San Francisco, où il est admis d'urgence au bloc opératoire. Ils m'ont dit que j'avais perdu plus de 3 litres de sang. J'étais coupé des 2 côtés de la jambe, mais l'artère n'était pas touchée. On a une artère à l'intérieur de la jambe. Et on m'a dit que si cette artère avait été coupée, je ne serais sans doute plus de ce monde. C'est un véritable miracle d'avoir survécu. Jack a eu de la chance. Mais il ne saura sans doute jamais pourquoi il a été pris pour cible par ce requin. Comment se fait-il qu'un requin soit capable de nager au milieu d'un groupe de personnes un jour sans leur faire aucun mal, et que le lendemain, le même requin puisse nager parmi un autre groupe de personnes et mordre quelqu'un? On n'en sait rien. On ne connaît pas leur motivation. La puissante morsure du requin et la nature imprévisible de ses attaques lui valent sa réputation du plus redoutable de tous les prédateurs. Mais lorsque l'on regarde les chiffres, ils ne sont pas responsables d'autant de décès que l'on pourrait le penser. Pour se faire une idée, l'année dernière, seulement 4 attaques ont été recensées dans le monde. Et ils ont une mauvaise réputation, parce qu'ils se servent de leurs dents pour examiner leur environnement. Mais ces statistiques regroupent toutes les espèces de requins. Le grand requin blanc est seulement responsable de la mort de 3 êtres humains au cours de ces 5 dernières années. C'est peu à côté du prochain prédateur de notre liste. Un tueur sanguinaire, dont la morsure est encore plus puissante. Et celui-ci semble apprécier le goût de la chair humaine. Ils mangent tout ce qui passe à leur portée. Ils ne font pas de différence entre les wallabies, les kangourous, les cochons ou même les êtres humains. Ils sont juste à la recherche de nourriture. Le numéro 2 de notre liste de prédateurs est le crocodile marin. Le plus gros reptile du monde. Il peut atteindre plus de 7 mètres de long et peser plus de 2 tonnes. Son territoire s'étend de l'Inde à l'Australie, où il a conquis sa réputation de redoutable mangeur d'hommes. Une petite fille de 8 ans a été emportée par un crocodile. Diane Curl dormait dans une tente avec son jeune bébé et son mari quand le crocodile l'a emporté. On a entendu des cris. Les crocodiles marins ont la réputation d'être particulièrement féroces et extrêmement dangereux. Personnellement, j'ai voyagé aux États-Unis. Et à côté des crocodiles marins, les alligators sont de vrais agneaux. J'ai serré mon bébé contre moi. Les rangers se sont rendus sur place. Il est impensable de se rendre au bord de l'eau au nord de l'Australie sans faire très attention à là où on met les pieds. D'après la police, la petite fille a peu de chances de s'en sortir.
Les crocodiles marins possèdent une ouïe et une vue très développées. En plus d'un étrange assortiment de récepteurs situés sur leur peau, leur permettant de détecter les vibrations sous-marines les plus subtiles. Lorsqu'une proie potentielle pénètre la surface de l'eau, ces capteurs sensoriels en captent les vibrations. Alerté par la présence d'un repas éventuel, le crocodile commence par analyser sa future victime. Les crocodiles sont des animaux très routiniers. Ils peuvent chasser au même endroit pendant des jours, voire des semaines. Lorsque le crocodile a fini d'analyser les mouvements de sa victime, il décide de passer à l'action. Il glisse à la surface de l'eau sans faire de remous. Il ne laisse aucune chance à ses victimes. Le numéro 2 sur la liste des prédateurs les plus mortels pour l'homme est le crocodile marin. Après avoir soigneusement étudié les mouvements de sa victime, ce reptile géant est prêt à passer à l'attaque. Dès qu'un animal s'approche du rivage pour boire, les crocodiles sont prêts à se propulser hors de l'eau, en majeure partie grâce à la puissance que leur fournit leur queue. La queue d'un crocodile est un énorme muscle qui génère une force et une inertie incroyables. C'est ce qui lui permet de se propulser hors de l'eau, d'attraper sa proie et de la ramener dans l'eau. Il la fait tournoyer, il l'emmène sous la surface et elle finit souvent noyée. Les mâchoires du crocodile marin sont capables de broyer les os de ses victimes, grâce à leur puissance 10 fois supérieure à celle d'un lion. Les scientifiques ont évalué la pression de leur morsure à 10 000 newtons. En quelque sorte, ça consiste à se retrouver sous un rocher d'une tonne. J'ai été mordu par des petits crocodiles environ cette taille-là, ici. L'un d'eux m'a mordu à la main, et un de mes élèves a dû faire levier avec un tournevis pour me la dégager. L'Australien spécialiste des crocodiles, Steve Irwin, a passé ces dernières années à collaborer avec Craig Franklin et une équipe de chercheurs d'un zoo australien et de l'Université du Queensland, à la recherche de crocodiles marins. Ils ont capturé des spécimens sauvages, ils les ont marqués, puis ils ont suivi leur déplacement grâce à un récepteur satellite. Les premiers résultats sont stupéfiants. Les crocodiles marins sont d'incroyables nageurs. On les a suivis pendant plus de 900 km. Les crocodiles savent exploiter les courants de surface pour se déplacer le long des côtes du nord de l'Australie, de l'Asie du Sud-Est et de l'Inde. Silencieux, intelligent et patient, le crocodile marin est l'un des prédateurs furtifs les plus redoutables. Quand je suis à côté d'un crocodile, je ne lui tourne jamais le dos. Jamais. Vu que le crocodile marin fréquente principalement des endroits très reculés, les experts estiment que beaucoup d'attaques sur des êtres humains ne seraient pas signalées. Cependant, les chiffres dont on dispose font état de 150 attaques et 50 décès chez des êtres humains au cours des 5 dernières années. Mais cet imposant crocodile marin n'est pas l'animal le plus mortel de notre liste. La palme est attribuée à un autre tueur, très différent. Un prédateur quasiment invisible. La créature numéro 1 sur notre liste des prédateurs les plus mortels du monde sous-marin est la méduse boîte. Pouvant atteindre 3 mètres de long et peser seulement moins de 2 kilos, elles tiennent leur nom de la forme cubique de leur cloche. La plus grande et la plus venimeuse espèce de méduse boîte du monde fréquente les eaux côtières de l'Australie et de la région Indo-Pacifique. Elle peut paraître insignifiante, mais malgré sa faible force physique, elle est dotée du plus puissant venin de la planète. Elles peuvent tuer un être humain adulte en moins de 3 minutes. Aucun serpent, aucune araignée, ni aucun scorpion n'est capable d'en faire autant. La toxicité d'un venin est mesurée grâce à une échelle dont l'unité est le DL50. D'après cette échelle,
le venin de la méduse-boîte est 8 fois plus toxique que celui d'un scorpion. 50 fois plus toxique que celui d'un serpent à sonnette. Et 150 fois plus toxique que celui d'une abeille commune. Le long des plages australiennes, des panneaux préviennent les baigneurs qu'ils nagent à leurs risques et périls. Mais le territoire de ce prédateur ne se limite pas seulement au littoral. La plupart des gens pensent que, comme la plupart des méduses, les méduses-boîtes se laissent dériver à la merci des courants. Mais cette espèce de méduse est complètement différente, parce qu'elles sont d'excellentes nageuses et qu'elles possèdent un sens de la vue très développé. Ces 24 yeux donnent à la méduse-boîte une incroyable image de leur proie. Elles sont capables d'aller où elles veulent dans le milieu marin. Et quand on sait que ces animaux n'ont pas d'organes capables d'analyser ces images, comme un cerveau, c'est assez difficile de comprendre comment elles arrivent à s'orienter. Nous sommes au Queensland, en Australie, sur les berges du fleuve de Calliope. Les températures avoisinent les 40 degrés. Un couple d'ouvriers, Jeff Chardlow et sa femme Ruth, sont assis à l'ombre pendant que leur fille Rachel, 10 ans, et leur fils Sam, 12 ans, s'amusent au bord du fleuve. Rachel a tendance à crier beaucoup quand elle est contente. Et elle criait en jouant dans l'eau. Enfin, elle s'amusait. Et je me souviens que Jeff m'a dit que ce serait bien qu'elle arrête de crier comme ça. Parce qu'on ne sait jamais vraiment si elle s'amuse ou si elle a un problème. Comme un mauvais signe du destin, les cris de joie de Rachel se transforment en cris de souffrance. Quelque chose vient d'attraper sa jambe. La région du Queensland en Australie. Le prédateur des fonds marins le plus dangereux pour l'homme a encore frappé. La créature en tête de notre sinistre palmarès est une méduse-boîte venimeuse qui s'est accrochée à la jambe de Rachel et qui refuse de laisser partir cette petite fille de 10 ans. La meilleure comparaison que j'ai entendue à ce sujet, c'est d'imaginer un couteau de cuisine dont on chaufferait le bout de la lame jusqu'à ce qu'il devienne rouge pour le faire ensuite glisser le long de sa peau. Maintenant, multipliez cette douleur par 10 et de façon permanente. La douleur ne diminue pas, elle reste au même niveau. Et quand j'ai regardé sa jambe, je n'avais jamais vu ça avant. Et j'espère que je ne le reverrai jamais. Elle avait tout un tas de tentacules enroulés autour de sa jambe. Un tentacule de 2,70 m peut suffire à délivrer une blessure mortelle. Et la méduse-boîte en possède jusqu'à 60. Donc, si vous faites le calcul, une méduse-boîte possède suffisamment de venin pour tuer 60 personnes. J'ai tout de suite essayé de retirer les tentacules avec mes doigts, mais ils restaient collés. Ils s'agrippent super vite. Ces tentacules sont pourvus de minuscules aiguilles qu'on appelle des nématocystes. Et même si ces aiguilles ne sont longues que d'une cinquantaine de microns, soit une fraction de millimètre, elles en possèdent près d'1 million par centimètre carré. La pression avec laquelle ces aiguilles sont appliquées est d'environ 1400 kg par centimètre carré. C'est quasiment la même pression que celle d'une arme de calibre 45. La pression est quasi identique. Elles sont capables de totalement déployer ces aiguilles en un 25 millième de seconde. C'est un des procédés cellulaires les plus rapides de toutes les créatures de la planète. Pendant ce temps, l'agitation au bord du fleuve a attiré l'attention d'un couple qui campait juste à côté. Et quand il a dit qu'il s'agissait d'une méduse-boîte, sa femme est partie en courant et elle est revenue avec une bouteille de vinaigre. Ils aspergent rapidement le corps de Rachel avec du vinaigre. C'est incroyable, comme dès qu'on applique le vinaigre, elle se détache. Le vinaigre empêche ces cellules d'injecter davantage de venin. Mais cela n'a aucun effet sur celui qui circule déjà dans l'organisme de Rachel. Son cœur ne bat presque plus. Leur venin est particulièrement bien conçu pour s'en prendre au cœur des vertébrés, en arrêtant le muscle cardiaque. Sur le chemin de l'hôpital, un antivenin est administré à Rachel qui commence à retrouver ses esprits. Mais quelques minutes plus tard,
La douleur est si intense que les médecins ont peur qu'elle ne fasse une crise cardiaque. Et c'est là qu'ils ont décidé de la plonger dans un coma artificiel pour faire descendre sa température corporelle pour éviter que son cerveau ne soit touché. Il ne reste désormais plus qu'à attendre. L'antivenin a-t-il été administré à temps? Sous prétexte de ne pas me donner de faux espoirs, les docteurs n'étaient pas du tout rassurants. Si j'avais rencontré cette petite fille à l'hôpital et que j'avais vu l'étendue de ses blessures, je n'aurais pas donné cher de sa peau. 2 jours plus tard, Rachel sort du coma. Elle a miraculeusement survécu à la plus violente attaque de méduse-boîte ayant été enregistrée. Celles-ci sont les pires. Et j'ai aussi été piquée ici. Elle a survécu à plus de piqûres que quiconque d'après les attaques recensées. Et elle est vivante. Alors que des adultes qui se sont fait 2 fois moins piquer en sont morts. Même si ses cicatrices extérieures s'atténuent, ses blessures psychologiques mettront plus longtemps à se refermer. Et quand on lui demande si elle retournera se baigner dans la rivière, elle est catégorique. Non, plus jamais. J'y retremperai peut-être les pieds, mais pas plus haut que les genoux. Il n'existe pas de chiffres fiables concernant les décès dus aux méduses-boîtes, car la plupart des attaques ont lieu dans des endroits reculés. Cependant, les données existantes placent ce prédateur bien au-dessus des orques, des encornets géants, des grands requins blancs et même des crocodiles marins. Avec 200 attaques et plus de 100 décès enregistrés au cours des 5 dernières années, la méduse-boîte est le numéro 1 au palmarès des prédateurs marins les plus mortels pour l'homme. Mais le monde dans lequel nous vivons est en train de changer. Le classement que nous avons établi est valable aujourd'hui. Mais qu'en sera-t-il dans plusieurs années? Un grand nombre de spécialistes s'accordent à penser que l'équilibre des forces est en train de basculer. Si on regarde le nombre de grands prédateurs aujourd'hui, comme les baleines et les requins, on se rend compte que leur population a considérablement diminué à cause de la surpêche. Les scientifiques capturent et marquent des requins pour suivre leur migration et mesurer l'impact sur l'écosystème. On a remarqué qu'au fur et à mesure qu'on élimine les plus grands prédateurs, ça joue un rôle sur l'abondance et l'attitude des prédateurs placés juste en dessous dans la chaîne alimentaire. Ce qui se passe, c'est que le nombre de prédateurs de la catégorie inférieure augmente et se nourrit de la catégorie encore en dessous. Tout l'équilibre est chamboulé. Et même si on ne sait pas encore quelles en seront les conséquences, on risque de vite le savoir. D'après Scott Cassell, spécialiste des encornets, le numéro 4 de notre liste, l'encornet géant, tire parti de ce déséquilibre dans la chaîne alimentaire. La population d'encornets géants a explosé dans des proportions historiques, car ces prédateurs ont en majeure partie été éliminés. Il y a des centaines de millions d'individus le long de la côte ouest des États-Unis, alors qu'il n'y en avait aucun il y a 50 ans. Aujourd'hui, il y en a jusqu'en Russie. Ils ont traversé le Pacifique et on en a même trouvé aux Philippines. Je pense sincèrement que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne prennent possession de l'Atlantique et des Caraïbes. On ne trouvera bientôt plus que des encornets sous la surface des océans. Il ne faudra pas longtemps avant qu'un nouveau prédateur ne se hisse au sommet de la chaîne alimentaire, pour régner en maître sur tous les océans de la planète, prêt à frapper à tout moment.